La compliance pulmonaire, c'est la capacité du poumon à modifier son volume en réponse à une variation de pression. Elle peut entre autres s'exprimer en litres par pascal, en millilitres par millimètre de mercure ou en millilitres par centimètre d'eau. Son inverse est l'élastance. La compliance est définie comme la variation du volume pulmonaire sur la variation de pression entre le milieu extérieur et l'alvéole, delta P alvéolaire. Elle caractérise la distensibilité du poumon, c'est-à-dire plus l'expansion du poumon est grande, plus sa compliance est élevée. Ou bien elle exprime la facilité avec laquelle le poumon se laisse distendre, la distensibilité. Cette compliance dépend des propriétés élastiques des tissus pulmonaires. Plus le tissu pulmonaire est rigide, dû à un tabagisme par exemple, ou à des fibroses pulmonaires, ou à des rigidités pulmonaires, plus sa compliance est réduite. Ces différents facteurs sont l'élasticité qui diminue, les branches et les bronchioles qui sont obturées, fermées, etc. Dans le schéma, on peut voir que la compliance pulmonaire n'est pas constante, mais varie selon une courbe à double point d'inflexion. En effet, elle est faible lorsque le poumon est peu gonflé, grande lorsque le poumon est normalement gonflé, et de nouveau faible lorsque le poumon est surdistendu. La diminution de la compliance pulmonaire signifie qu'il faudra exercer une différence de pression plus élevée pour développer le même volume courant qu'en cas de compliance normale. Donc c'est un effort plus important. La diminution de la compliance provoque une augmentation du travail ventilatoire que le patient va essayer que le patient ou la personne qui a une compliance faible doit augmenter son travail pour compenser en diminuant son volume courant et en augmentant sa fréquence respiratoire. Le schéma que vous voyez ici montre très bien qu'une personne qui a une possibilité de distendre plus importante des poumons, comme dans des poumons en image ici dans une bouteille de verre, s'ils arrivent à bien le distendre, la compliance est faible. Sinon, elle est plus élevée si elle n'arrive pas à se distendre complètement. Alors, les cas particuliers où on observe une diminution de compliance, c'est les cas où l'enfant, par exemple, est enveloppé de tissu. Ça l'empêche de respirer. C'est une habitude qu'il faut absolument bannir de nos coutumes. Donc ces habitudes-là, il faudrait que l'enfant puisse pouvoir respirer convenablement, avoir une compliance élevée. Également, si on bloque notre capacité pulmonaire par des ceintures par exemple, c'est très mauvais, ça arrive et on peut avoir des difficultés respiratoires. La compliance ou l'élastance se trouve grandement changée. Quelques informations qu'il faudra retenir. Au repos, nous ventilons à peu près 7,5 litres d'air entre l'inspiration et l'expiration par minute. Nous avons une fréquence respiratoire de l'ordre de 12 à 15 fois par minute, ce qui veut dire à peu près 5,20 litres d'air vont atteindre l'espace alvéolaire. Le reste d'air reste dans l'espace mort. Un homme adulte, quand il est au repos, ventile avec une fréquence de 12 à 16 cycles par minute. Une femme adulte au repos a une fréquence respiratoire plus élevée, de 14 à 18 cycles par minute. En cas de menstruation, la ventilation chez la femme
peut augmenter encore plus. Un nouveau-né au repos ventile encore beaucoup plus que l'adulte et l'enfant, c'est-à-dire 44 cycles par minute. Il a besoin d'une activité ventilatoire plus soutenue pour pouvoir répondre aux besoins de sa croissance. Un enfant de 5 ans, à peu près 26 cycles par minute. Un adolescent, 20 cycles par minute. Quelques appellations. Alors, au repos, nous avons globalement 10 000 litres par 24 heures en moyenne. Quand on fait un petit effort, nous ventilons 20 000 litres par 24 heures, effort modéré en moyenne, bien entendu, et lors d'une course, 50 000 litres par 24 heures, bien entendu, pour les cas des athlètes. Globalement et en moyenne, c'est 20 000 cycles par jour. Alors, quelques appellations que j'aimerais absolument que vous reteniez. On dit qu'un individu ou un animal en anesthésie, puisque vous allez faire des TP de physiologie animale, un animal qui est calme est dit, dans sa respiration est calme, est dit un animal eupénique. Eupénie, là, quand la respiration est rapide, c'est une polypnée, une hyperventilation, polypnée. Une ventilation anormalement lente, c'est une bradypnée ou une hypoventilation. Une dyspnée, c'est une respiration difficile. On peut avoir une dyspnée en phase expiratoire ou une dyspnée en phase inspiratoire. Et puis, on peut arrêter sa respiration, une apnée. Apnée, A préfixe privative, apnée. Soit on peut arrêter quand on souffle en expiration, soit on peut arrêter sa respiration quand on inspire. Une apnée inspiratoire, une apnée expiratoire. Il existe plusieurs lois relatives au gaz, des lois que vous avez vues ou que vous verrez le long de votre cursus universitaire, par exemple la loi de Boyle-Mariotte, PV est égal à nRT, la loi de Gay-Lussac, la loi de Charles, la loi d'Avogadro, toutes ces lois-là sont relatives au gaz, les équations générales des gaz, les gaz parfaits, et autres lois des gaz, les lois de Graham, la loi de Dalton que nous allons voir, et la loi de Henry. Quelques principes physiques. La pression est une énergie par unité de volume. C'est une force par unité de surface. Quand on appuie sur quelque chose, on exerce une pression en newton par mètre carré ou en pascal. On mesure cette pression à l'aide d'un baromètre. Si nous mesurons la pression par rapport à la pression atmosphérique, donc c'est en baromètre, et cette pression est définie à pour unité l'atmosphère, ou par manomètre, c'est-à-dire une différence entre deux compartiments, une différence de pression entre deux compartiments. On utilise alors un manomètre. On exprime également la pression comme hauteur de mercure, qui va équilibrer une colonne d'air en millimètres de mercure, ou bien ce qu'on appelle également les torrs, TO2R, c'est les unités de pression, mais l'unité internationale, c'est le pascal. Il faut savoir qu'une atmosphère correspond à 760 mm de mercure. Ça veut dire 760 torrs, ça veut dire également 1013 hectopascal ou 101 300 newtons par mètre carré. Un torr, c'est 1 mm de mercure, ou 1,33 10 puissance 2 pascal. Ou bien c'est la 4/3 de pascal. Un 4/3 de pascal équivaut à peu près à 1 cm d'eau, une colonne d'1 cm d'eau. Lorsque nous avons une enceinte fermée dans laquelle existe un gaz parfait, dit parfait, qui va contenir N mol. Quelle est la relation entre le volume et la pression? Si on augmente le volume
disponible pour ce gaz-là, la pression va diminuer. A l'inverse, si on diminue le volume, la pression va augmenter. C'est ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Vous connaissez parfaitement la loi des gaz parfaits. Pression que multiplie le volume est égale à N, nombre de moles, R étant la constante des gaz parfaits, T étant la température en degrés Kelvin. A l'inverse, lorsque l'on a deux gaz dans une enceinte fermée, par exemple le CO2 et l'oxygène, avec deux couleurs différentes, deux gaz, quelle est la pression de chaque gaz? C'est ce qu'on appelle des pressions partielles pour chaque gaz. Vous avez une pression totale, c'est les deux gaz, et une pression partielle de chaque gaz. Par définition, d'après la loi de Dalton, la pression partielle de chaque gaz dans ce mélange, c'est la pression qu'aurait un gaz du mélange s'il occupait seul le volume. Or, on voit qu'il n'occupe pas seul le volume, mais par extension, on appelle cela la pression partielle du gaz rouge, ici par exemple l'oxygène, ou du gaz bleu, ici par exemple le CO2. C'est la pression comme s'il occupait seul le volume. Quelle est la pression totale? Nous avons deux gaz dans deux enceintes différentes et nous voulons les mélanger. Donc dans un mélange gazeux, les pressions partielles de chaque gaz vont s'additionner pour donner une pression totale du mélange. Attention, les deux gaz, la pression partielle de l'un plus la pression partielle de l'autre, qui peuvent être différentes bien entendu, mais elles s'additionnent pour donner la pression totale du mélange. D'après la loi de Raoult, on peut définir qu'un gaz a une concentration fractionnaire, par exemple de 0,1, ça veut dire 10%, d'après la loi de Raoult. Cela correspond à une pression totale de 100 kPa et à une pression donc partielle de 10 kPa, 100 multiplié par 0,1. L'écoulement des gaz des zones de haute pression vers des hausses de basse pression suit la loi de Fick, c'est-à-dire les gradients de pression. On ne peut pas parler de concentration, on parle de gradient de pression. Les molécules du gaz vont diffuser de manière passive du compartiment où la pression partielle de ce gaz est la plus élevée vers le compartiment où la pression de ce gaz est la plus faible. Ils vont aller jusqu'à l'équilibre. On définit alors un débit Q. Le débit est proportionnel à la différence de pression sur la résistance R qu'offrent les conduits aériens. Les conduits aériens donnent une résistance qu'on avait vue l'année dernière dans le cours de biophysique. La résistance R est égale à 8L, 8 fois la longueur que multiplie eta divisé par pi R4. L représente la longueur du conduit. Plus le conduit est long, plus la résistance augmente, puisqu'il est au numérateur de la fraction. R, le rayon du conduit. Plus R est grand, plus faible sera la résistance. Et eta, la viscosité du gaz. Plus un gaz est visqueux, moins vite il s'écoulera dans les parois, dans les conduits. Une des applications très importantes du débit aérien, c'est la loi de Poiseuille. À partir des deux équations que l'on a vues, Q et R, on peut donc déterminer la loi de Poiseuille. Débit Q est égal à delta P que multiplie pi R4 que divise 8L eta, divisé par 8L eta. Ça veut dire que si simplement le rayon du conduit
aérien est diminué de moitié, comme on peut le voir ici, la résistance à l'écoulement de l'air dans ces conduits augmente de 16 fois, puisque vous avez une puissance 4 au numérateur de la fraction. Une des applications directes est l'asthme, cette pathologie qui réduit la taille, qui réduit le rayon du conduit aérien. Pour cela, il faut un bronchodilatateur, un produit chimique qui va remettre le rayon du conduit aérien à sa taille normale. Et l'air pourra donc s'écouler plus facilement. Donc un bronchodilatateur est un moyen d'augmenter chimiquement la dilatation des conduits aériens, puisque les conduits aériens sont composés de muscles lisses. Le schéma des résistances pulmonaires rappelle celui du schéma des résistances électriques. En effet, nous pouvons distinguer deux types de résistances, des résistances en série et des résistances en parallèle. Tous les deux types de résistances existent dans l'enchevêtrement des bronchioles de nos poumons. Les résistances en série se trouvent plutôt vers la partie supérieure des poumons, et les résistances en parallèle se trouvent plutôt à la partie terminale de nos poumons. Donc ces débits et ces résistances à l'écoulement caractérisent la facilité avec laquelle l'air circule dans les poumons. Nous pouvons avoir trois types de conduction: une conduction normale, une conduction dite encombrée, c'est-à-dire dans laquelle il existe des écoulements de mucus à l'intérieur de nos voies aériennes, dans le cadre par exemple de la mucoviscidose, ou des conductions dites spasmées. N'oublions pas que les branches et les bronchioles possèdent des structures, des muscles lisses, qui peuvent subir des contractions et des spasmes. Ce qui nous conduit à parler de la bronchodilatation et de la bronchoconstriction. La variation du diamètre est donc possible grâce à la présence des muscles lisses entourant donc ces conduits, créant soit une bronchodilatation, soit une bronchoconstriction. Ces phénomènes sont présents principalement au niveau des bronchioles. La bronchoconstriction augmentera la résistance et créera une difficulté à respirer, comme par exemple que l'on peut observer lors des crises d'asthme allergique. Deux phases caractérisent la ventilation pulmonaire: le cycle respiratoire, composé d'une phase inspiratoire et d'une phase expiratoire. Dans la phase inspiration, dans laquelle le diaphragme est contracté pour augmenter le volume de la cage thoracique, on dit que l'inspiration est active parce que vous avez une contraction du muscle diaphragmatique. Ce muscle diaphragmatique augmente le volume d'air de la cage thoracique, que la cage thoracique peut prendre. Il est stimulé, comme nous l'avions vu dans un précédent cours, par le nerf phrénique, qui est la quatrième branche cervicale. À l'inverse, lorsque nous mesurons sur des électrodes d'enregistrement des potentiels d'action, nous observons que sur le nerf phrénique, nous observons une des volées, des séries de potentiels d'action qui arrivent dans la phase inspiratoire et non pas dans la phase expiratoire. C'est vraiment une phase dite active. L'expiration, il n'y a pas de potentiel d'action en phase expiratoire. Une animation montre parfaitement ces volées de potentiel d'action qui arrivent à travers le nerf phrénique pour stimuler de manière
séquentielle, l'inspiration et donc la contraction du diaphragme. A l'inverse, à l'expiration, il n'y a plus de stimulation nerveuse. Les muscles d'inspiration se relâchent, le muscle diaphragmatique se relâche et la paroi thoracique et les poumons doivent retrouver leur taille initiale au repos. L'expiration est donc un phénomène passif qui résulte en fait de l'opposition des effets de l'inspiration. Dans cette diapositive, nous observons parfaitement l'extension de la cage thoracique et donc par radio on observe que à l'inspiration le volume aérien augmente et la cage thoracique augmente de volume. A l'inverse, à l'expiration, dans cette animation, on peut également voir que les muscles diaphragmatiques se relâchent, donc ils montent vers le haut, ils compriment ainsi les poumons, il y a moins d'espace pour l'air. Et l'air est donc expulsé de l'organisme par arrêt des stimulations nerveuses. Le déplacement du flux aérien suit les lois de gradient de pression. Voici un schéma qui représente l'alvéole pulmonaire en phase inspiratoire et l'alvéole pulmonaire en phase expiratoire. Qu'est-ce que nous observons exactement? La pression de l'air atmosphérique étant égale à 760 mm de mercure, la pression intra-alvéolaire est égale à 758 mm de mercure. Une différence de pression va engendrer une entrée d'air au niveau alvéolaire. À la phase expiratoire, quand il y a relâchement du muscle diaphragmatique, la pression à l'intérieur de l'alvéole est de 763 mm de mercure. La pression de l'air est toujours constante à 760, ce qui fait que l'air sort de nos poumons vers l'extérieur pour équilibrer, ce qui fait que l'air sort en fonction du gradient de pression. C'est ce qui se passe globalement, soit on réfléchit au niveau alvéolaire, soit on peut penser l'ensemble au niveau pulmonaire, le système est identique. Donc c'est la pression qui générée à l'intérieur, à l'extérieur de nos poumons. Autour de l'alvéole, vous pouvez remarquer une zone dont on avait parlé la dernière fois, la cavité pleurale. Cette cavité pleurale est une cavité dans laquelle le liquide, le surfactant en particulier, existe. Ce surfactant dans la cavité pleurale est à 754 mm de mercure à l'inspiration. Par contre, à l'expiration, il est à 757 mm de mercure. Donc, entre l'inspiration et l'expiration, vous avez une variation de pression à l'intérieur du liquide, à l'intérieur de la cavité pleurale, une variation de pression du liquide pleural. En fait, c'est vraiment là le véritable moteur, le véritable mécanisme qui informe le cerveau, qui informe le système nerveux central, qui l'informe sur l'état de nos poumons. Est-ce que nous sommes en état inspiratoire ou en état expiratoire? Si nous sommes en état inspiratoire, il va diminuer obligatoirement les influx nerveux du nerf phrénique au niveau du diaphragme et cela va conduire à l'expiration. Donc, et si nous sommes en inspiration, la pression à 757 mm de mercure va informer le cerveau grâce à des récepteurs de pression dont on parlera plus tard. Ces récepteurs de pression vont informer l'unité, va informer le système nerveux central que nous sommes en phase expiratoire et il va donner donc l'ordre où il va déclencher
le système nerveux central va déclencher des potentiels d'action pour provoquer une inspiration. En définitive, ce qui importe le plus, c'est les différences de pression. Quand on regarde la pression relative de la pression pulmonaire par rapport à la pression atmosphérique, qui est de 760 mm de mercure, on regarde que la pression alvéolaire, elle, varie de -1 à +1. Par contre, la pression intrapleurale, elle, comme elle est négative, elle varie de -4 à -6 entre une inspiration et une expiration. La pression intrapleurale est, elle, le véritable moteur qui donne l'information au système nerveux central pour envoyer ou non des impulsions électriques, des potentiels d'action, afin de conduire à une contraction ou à un relâchement du diaphragme, principal muscle respiratoire. Au niveau pulmonaire, la pression négative alvéolaire, elle est due à la chute de la pression intrapleurale qui devient encore plus négative. C'est ce que nous avons vu dans le diagramme précédent. La pression négative alvéolaire entraîne un flux d'air dans les poumons. L'air continue de remplir les poumons jusqu'à ce que la pression alvéolaire soit égale à la pression atmosphérique et qu'il n'y ait plus de gradient de pression. Alors, une autre fonction du mucus, de la sécrétion d'un liquide particulier, le mucus, c'est la lubrification, c'est-à-dire huiler le système. Il ne faut pas oublier que nos poumons frottent contre la cage thoracique. Pour qu'il n'y ait pas d'inflammation, nos cellules pulmonaires sécrètent un mucus qui permet de lubrifier, donc de huiler et d'éviter les frottements poumons-cage thoracique lors d'un cycle respiratoire. La tension superficielle alvéolaire. Cette tension s'exerce au niveau des alvéoles. Au niveau de la séparation entre la membrane alvéolo-capillaire et les vaisseaux sanguins, on observe que des molécules d'eau du plasma sont plus fortement attirées les unes vers les autres en présence des molécules du gaz, oxygène ou CO2. Cela entraîne une irrégularité d'attraction entre des molécules d'eau. C'est la tension superficielle. L'eau est donc responsable d'une très forte tension alvéolaire qui provoque une baisse du volume alvéolaire. Le surfactant alvéolaire est donc la substance responsable de cela. Il est synthétisé au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, comme nous l'avions dit la dernière fois, et surtout par les pneumocytes de type 2. C'est une substance composée essentiellement de lipoprotéines qui réduit la tension superficielle. D'une façon imagée, les molécules d'eau se desserrent pour favoriser le passage des gaz du compartiment aérien vers le compartiment sanguin. Ceci, nous en avions déjà parlé lors du TP cryoscopie en S3, lorsque nous avions évoqué l'état métastable de surfusion de l'eau.